Ravi d'être avec vous, très fier de vous rencontrer encore à ces jours, chers internautes, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Canal Orient, mesdames et messieurs, fidèles followers de Blanche Info. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler également des nouveaux thèmes. De quoi nous allons parler? Du GRAPEF avec le protocole de Maputo. Pour bien discuter sur ces sujets, nous avions invité une personne très spéciale pour vous. C'est la ministre honoraire du genre et famille et la coordonnatrice du GRAPEF, qui est le groupe de réflexion et d'action pour la promotion des droits de la femme et de la jeune fille. Ensemble avec Madame Albertine Likoké, nous allons discuter en long et en large sur le protocole de Maputo et les actions menées par ces groupes de réflexion et d'action pour la promotion des femmes et des jeunes filles dans la province de la Chopo en général et en particulier dans la ville de Kisangani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Alors, nous sommes là avec Madame Albertine Likoké. Madame Albertine, bonsoir et bienvenue sur ce beau plateau de notre émission. Bonsoir, Madame Blanche. Bonsoir ou bonjour à tous les téléspectateurs et followers des Blanche Info qui nous suivent et qui vont nous suivre encore à travers cette belle émission. Ensemble avec vous, Madame Albertine, nous allons parler de votre organisation. Vous êtes coordonnatrice du groupe de réflexion et d'action pour la promotion de la femme et de la jeune fille. Alors, on va parler de votre organisation avec les protocoles de Maputo parce que ça fait un bon moment où vous êtes tellement visible sur le terrain à travers les médias en ligne, les radios-télévisions, des actions, des sensibilisations, des activités par-ci par-là, dans des ateliers pour vulgariser sur le protocole de Maputo. Et surtout que nous sommes dans les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Déjà, si vous pouvez nous parler d'abord de votre organisation, c'est quoi le GRAPEF? Merci beaucoup, Madame. GRAPEF, qui veut dire groupe de réflexion et d'action pour la promotion des droits de la femme et fille, qui est une structure qui travaille sur la promotion des droits de la femme, qui réfléchit comment mener les actions pour que la femme, la fille jouisse réellement de ses droits. Et nous sommes opérationnels à Kisangani, dans la province de la Chopo. C'est une structure qui a été créée déjà depuis 2004 et dans la Grande Orientale. Et nous avons comme cible la femme et la fille, si on essaie de différencier, parce que nous avons de jeunes filles qui ont des droits, nous avons des femmes qui ont des droits, et c'est ainsi nous nous sommes engagés à travers la vulgarisation des textes juridiques et internationaux et nationaux qui garantissent les droits de la femme, et aussi mener des actions pour que la femme elle-même connaisse ses droits, jouisse de ses droits, ainsi que la communauté, là où la femme vit ou fille vit, puisse reconnaître ses droits et pourquoi pas faciliter la jouissance de ses droits. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pratiquement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la lutte contre les violences ou des droits des femmes et des jeunes filles? Vous savez, la jeune fille est affrontée à plusieurs problèmes dans la vie. Et dans la plupart des cas, qu'elle ait raison ou pas, à tort ou à raison, deux fois, on lui refuse et on ne reconnaît pas ses droits. Et elle s'était, elle s'en mère avec, et deux fois, c'est une étoile qu'on étouffe, une étoile qui aurait dû être une grande personnalité, qui aurait dû contribuer au développement de la communauté, qui s'était parce que elle ne sait pas parler, deux fois elle ne sait même pas ses droits. Alors nous nous sommes engagés et nous avons dit, nous allons nous mettre à côté de celle-là qui n'a pas de voix, à celle-là qui ne connaît pas, à celle-là qu'on étouffe, pour l'aider d'abord à reconnaître ses droits, à bien le maîtriser pour le revendiquer et à l'aider aussi, ainsi qu'à mobiliser la communauté pour que la femme jouisse ou la jeune fille jouisse de ses droits, parce que, comme je disais tantôt, bafouer, ignorer, négliger tout simplement parce que c'est une fille
c'est une femme. Et on ne lui reconnaît pas ses droits, on lui dit « tais-toi, reste là ». C'est ça, ce sont ces motivations. Et moi-même, comme je dis toujours, étant née dans une famille de 5 filles et un garçon, mes parents n'ont pas regardé le fait que je suis une femme, mais ont donné le meilleur d'eux pour que je sois cette grande femme qui est là. Et j'ai dit, je vais aussi faire en profiter à d'autres jeunes filles et femmes aussi pour qu'elles puissent jouir et devenir des grandes dames et filles dans notre province et pourquoi pas dans notre pays. Madame la coordonnatrice, en nos jours, il y a un document très important qui est devenu tellement viral, et c'est le protocole de Maputo. Et lors des activités, je vous ai suivi en train de vulgariser également sur ce protocole. Alors, si oui, vous vulgarisez à ces sujets, qu'est-ce que nous pouvons retenir du protocole de Maputo? Ça garantit des droits pour la jeune fille ou pour la communauté rurale en particulier ici? Merci beaucoup. Comme je disais tantôt, nous vulgarisons tous les documents juridiques internationaux ou nationaux qui garantissent les droits de la femme. Et dans le protocole de Maputo, en dehors des autres droits qui sont reconnus à la femme et qui sont garantis dans ces documents juridiques internationaux, il y a le droit à la santé sexuelle et reproductive et dont la femme, la fille, a droit de jouir de ces droits. Et dans le protocole de Maputo, c'est un document qui reconnaît le droit de la femme et précisément, je prends l'aspect lié à la santé sexuelle et reproductive où la femme a droit de choisir, par exemple, le nombre d'enfants. Il lui reconnaît le nombre d'enfants, quand est-ce, quel type de méthode et combien d'enfants, par exemple, qu'elle peut avoir. Donc, qu'elle puisse jouir réellement, avoir de bonnes informations sur la question liée à la santé sexuelle et reproductive pour qu'elle soit bien outillée en face de la question liée à la santé sexuelle et reproductive. Madame Albertine, en nos jours, vous savez bien qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent être des obstacles à la vulgarisation du protocole de Maputo. Alors selon vous, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont vraiment majeurs et vous empêchent dans votre mission en tant que GRAPEF? Voilà, je veux revenir dans le point lié à la santé sexuelle et reproductive qui est inscrit sur le protocole de Maputo. On reconnaît le droit à l'avortement sécurisé à la femme et à la fille. C'est quoi le droit d'avortement sécurisé? Ça veut dire qu'il y a des conditions de fond et de forme qui sont reconnues à la femme pour qu'elle puisse bénéficier d'un avortement sécurisé. Et dans les conditions de forme, nous avons 4 types de cas où le droit à l'avortement sécurisé ou médicalisé est autorisé. Lorsqu'il y a viol, lorsqu'il y a inceste, lorsque la grossesse met en danger la santé de la mère ou de la fille, celle qui veut mettre au monde, ou carrément quand on trouve que ce fœtus est mal formé, la femme a droit de bénéficier d'un avortement sécurisé. J'ai dit tantôt aussi les conditions de fond. Dans les conditions de fond, qui peut faire un avortement, en fait, qui peut pratiquer un avortement sécurisé ou médicalisé? Donc, il faut être un corps soignant qui est formé, outillé sur les avortements sécurisés, une institution sanitaire reconnue par l'État, le corps médical reconnu par l'État et les instruments reconnus par l'Organisation mondiale de la santé pour pratiquer un avortement sécurisé. Quand ces conditions de forme sont réunies et les conditions de fond sont réunies, la femme ou la fille a droit. Je vous donne l'exemple. J'entre déjà dans la pratique avant d'arriver aux obstacles. Une fille de 10 ans qui a à peine vu ses menstrues et s'est fait violer. Elle tombe enceinte. Cet enfant de 10 ans, pensez-vous vraiment être à mesure d'aller jusqu'à l'accouchement, de garder cet enfant qui est enfant comme lui?
Parce que comme vous le savez, il y a des cas de grossesse ici dans la ville de Kisangani, des enfants de 12 ans, des enfants de 11 ans, des filles qui tombent enceintes, qui sont violées et qui tombent enceintes. Ces enfants, dans le protocole de Maputo, leur accorde ce droit de se faire avorter, et c'est là avant que ça ne dépasse 3 mois, parce que là, sur le plan médical, on a encore des possibilités de faire un avortement médicalisé. C'est dangereux aussi parce que la constitution de l'enfant, déjà nous sommes au 2e trimestre. Parce que jusqu'au 1er trimestre, ce n'est pas encore trop compliqué. Quand ça dépasse le 1er trimestre, nous tendons vers le 2e trimestre. Là, c'est la constitution vraiment de l'enfant avec tous les organes. Et aussi, ce que nous pouvons ajouter à cela, il y a les oui de la personne à qui on doit pratiquer un avortement sécurisé. Donc, une personne qui remplit ces conditions de fond, les viols, malformation de l'enfant qui est dans le fœtus, ou le fœtus qui met en danger la vie de la maman ou de la femme, si elle est d'accord, on va pratiquer l'avortement sécurisé. Mais si elle refuse, même si ça rentre dans les conditions de fond et de forme, on ne va pas pratiquer parce que c'est sans vouloir de ne pas se faire avorter. Vous avez demandé tantôt les obstacles. Les obstacles sur le plan des croyances religieuses et éthiques pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'avorter, c'est tuer une personne. Sur le plan de la religion, c'est déjà tuer quelqu'un. En dehors de la question de la religion, il y a aussi la majorité de la population qui ne connaît pas. Et quand vous leur informez, ils disent, c'est quoi encore cette histoire? Aller se faire avorter, mais c'est tuer quelqu'un. Et aussi, certaines aussi qui disent, mais ce n'est pas les histoires des Blancs que vous nous amenez ici. Comment on peut aller se faire avorter comme ça? Jusqu'à aujourd'hui, la communication pose problème. Ce qui est vrai, la Chopo elle est grande. Vous imaginez, nous avons 23 zones de santé. Et dans ces 23 zones de santé, combien de zones de santé où on trouve des personnels qualifiés pour pratiquer un avortement sécurisé? Et aussi, la population elle-même, elle est grande. Combien? Donc, il faut continuer avec la vulgarisation. C'est ainsi, vous nous avez vu, avec l'appui de MSAI, avec le fonds de UKID, nous avons, ici à Kisangani, vulgarisé les protocoles de Maputo avec 150 structures, 150 personnes, l'équivalent de 150 structures, pour leur informer, afin que ces structures-là puissent porter encore la voix un peu plus loin. On suppose qu'une association peut avoir au minimum 7 personnes, comme dit la loi. Si vous faites 7 fois 150, nous sommes à peu près à 1050 personnes. Déjà, c'est quelque chose de grand, mais c'est une tache d'huile. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, il faut continuer à en parler, à divulguer, à informer les gens que voilà, il y a un texte international qui reconnaît le droit de pratiquer un avortement sécurisé par rapport aux 4 conditions de fond et de forme, même si sur le plan de droit pénal congolais, par rapport à l'article 154 et 155, les avortements ne sont pas encore dépénalisés. Étant que notre pays, la RDC, est moniste, donc tout document juridique international prime sur le droit national. C'est ainsi, il y a un lobbying déjà, des séances de plaidoyer avec les réseaux des magistrats pour la vulgarisation des protocoles de Maputo dans son article 14 qui parle de la santé sexuelle et reproductive et qui fait allusion aux avortements médicalisés.
sont en train déjà de voir comment faire une proposition de loi pour dépénaliser et mettre en harmonie notre loi congolaise ou le code pénal congolais avec le protocole de Maputo. Chers internautes, cette émission se poursuit. Je rappelle ici que nous sommes avec Madame Albertine Likoké, qui est la coordonnatrice des GRAPEF, et nous parlons de cette organisation avec le protocole de Maputo. Madame Albertine, vous-même vous avez énuméré certaines difficultés ou les obstacles qu'il faut faire face ici dans la province de la Chopo pour la vulgarisation du protocole de Maputo. Et alors, votre structure, qu'est-ce que vous faites pour surmonter ou soit pour collaborer? Est-ce que vous êtes dans la collaboration avec les autorités? Comment vous faites pour surmonter ces différentes difficultés? Voilà, merci beaucoup. D'abord, dans la vulgarisation, nous travaillons avec la structure étatique qui travaille sur la santé sexuelle et reproductive, le PENSER au niveau de la province, et aussi par rapport à la jeunesse, le conseil provincial de la jeunesse. En dehors de ça, le réseau REMAP 14, les réseaux de magistrats qui travaillent sur la vulgarisation du protocole de Maputo dans son article 14, ce sont des magistrats qui travaillent avec nous, donc on collabore pour vulgariser toutes ces dispositions légales. En dehors de ça aussi, nous travaillons avec d'autres associations qui sont ici dans la province, des femmes et de jeunes, afin de leur permettre d'avoir une information suffisante par rapport au protocole de Maputo. Votre organisation a des exemples palpables que ça peut nous donner? Voilà, nous avions fait ça, ça produit telle action par exemple? Les actions, nous avons par exemple, je prends le cas de l'émission, vous nous avez suivis, vous avez vu la publication des chaînes en ligne. Vous nous avez contactés pour que nous puissions venir à l'émission et parler du protocole de Maputo. Déjà, c'est un élément de plus pour nous. Et en dehors de ça, il y a des associations, par exemple à Lubunga, il y a une association qui nous a saisis officiellement afin que nous puissions aller vulgariser, parler du protocole de Maputo à d'autres mutuelles, des associations des mutuelles à caractère tribal, permettez-moi l'expression, des Lokele, des Tupuke, des Patati Patata, qui sont à Lubunga, afin que nous puissions aller leur parler du protocole de Maputo. En dehors de ça, il y a aussi déjà la restitution, c'est une partie de l'appropriation, la restitution de certaines associations dont on a déjà le feedback de l'activité de vulgarisation qu'ils sont en train de faire chez eux là-bas. Donc, à moins de 2 mois, nous avons déjà le feedback positif par rapport à la vulgarisation du protocole de Maputo. C'est vrai, c'est rien, mais ça a un début. Nous pensons que notre partenaire va encore nous appuyer avec d'autres activités. En 2006, vous savez que nous sommes juste à Kisangani, nous avons travaillé dans 3 zones de santé, donc la zone de santé de Lubunga, la zone de santé de Makiso Kisangani et la zone de santé de la Chopo. Or, il y a la zone de santé de Kabondo, de Mangobo et le secteur Lubuya-Bera pour la ville de Kisangani, sans compter les autres territoires. La Chopo est constituée de 7 territoires et nous étions seulement dans des territoires et dans des zones de santé. Pourquoi pas d'autres? Voilà, c'est ça. J'en profite pour faire un plaidoyer de ces partenaires qui nous suivent à travers le monde, en Afrique, au Congo, que nous avons besoin des appuis supplémentaires en dehors de ce que MSAI déjà nous donne et que MSAI, par le fonds des UKID, continue encore à nous appuyer pour continuer à vulgariser ces documents qui garantissent le droit
de la femme par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Madame Albertine Likoké, vous aviez parlé dans votre organisation GRAPEF. Vous ne pouvez pas seulement citer la femme, mais également la jeune fille. Quelle est la place de la jeune fille dans GRAPEF? La place de la jeune fille, sur le plan numérique, les jeunes sont plus nombreux que les adultes. Et quand on rentre dans la jeunesse féminine, elle est plus nombreuse que la jeunesse masculine. Donc, cette jeunesse féminine a besoin d'une bonne information sur la santé sexuelle et reproductive. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, nous étions dans une activité et on nous a donné l'information qui est vraie. Une fillette de 10 ans qui est tombée enceinte à la Chopo. Et à Kabondo, une fille de moins de 13 ans a 2 enfants déjà. Vous imaginez un enfant de moins de 13 ans a 2 enfants. À 20 ans, cet enfant aura combien d'enfants? Donc, il faut donner une bonne information avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur TikTok, sur Messenger. S'il n'y a pas une bonne information saine, fiable pour encadrer cette jeunesse, donc dans 10 ans, cette jeune fille qui a 13 ans a déjà des enfants. À 25 ans, sa force physique pour contribuer, pour travailler, elle n'en aura plus parce qu'elle est déjà fatiguée. Mais est-ce que ça ne sera pas l'éducation parentale qui faillit ou soit l'irresponsabilité du gouvernement pour dire que voilà, il y a un taux élevé de la pauvreté, il n'y a pas autre chose qu'on trouve ça comme, excuse-moi, une méthode ou moyen facile pour gagner de l'argent et on pense par la sexualité? Je crois que c'est à partager. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ces responsabilités sont à partager. Nous avons d'abord les parents, donc il faut suivre, il faut veiller sur les enfants, il faut donner la bonne information, se rassurer, en fait faire cette suivi-là de proximité. Et aussi l'éducation des filles qui bat son plein. Papa et maman sont sortis depuis le matin. Les enfants qui restent avec les yayas de quartier, les yayas d'avenir, la promiscuité, les maisons qui sont des locataires qui sont nombreux dans la même parcelle. Et ce sont ces grands frères, grandes sœurs qui donnent, qui éduquent, qui donnent l'information aux plus petits. Et ces informations qui ne contribuent en rien sur l'éducation de l'enfant. Vous imaginez un garçon de 15 ans, 16 ans, qui engrosse une fillette de 10 ans, donc c'est grave. Donc, ces responsabilités sont à partager. Il y a la part du gouvernement qui est là, qui doit donner le modèle, qui doit encadrer, parce qu'il y a tout un ministère qui s'occupe de la jeunesse, il y a le ministère du genre, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a le ministère de la Santé qui doivent mettre un paquet pour donner l'information et la bonne information saine et a un rôle à jouer dans la vie de l'enfant. Alors, renvoyer tout aux parents, je ne suis pas d'accord. Donc, les responsabilités sont partagées et aussi au niveau de l'école. Est-ce que vous touchez, est-ce que les hommes sont impliqués dans cette sensibilisation? Oui. Les hommes sont impliqués parce que quand vous appelez les associations, en dehors des associations de femmes, il y a des hommes aussi des fois qui sont là-bas comme des conseillers. Et aussi les associations des jeunes. Dans les associations des jeunes, dans la plupart des cas, c'est des associations mixtes. Et ces associations mixtes nous envoient, et les hommes et des jeunes femmes et des jeunes hommes, pour participer. Mais aussi, on met l'accent sur la masculinité positive, sur ces hommes, ces garçons qui croient aux droits de la femme ou fille et qui les aident et qui accompagnent. C'est ainsi, par exemple, nous avons travaillé en grande partie avec le conseil provincial de la jeunesse et dedans, il y a des hommes, des jeunes garçons et des jeunes filles. Et c'est ces conseils qui fait l'interface par rapport à la question de la jeunesse
qui a mis à notre disposition ou qui travaille avec nous, afin que des garçons et des filles aient la bonne information. Et je salue cette collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse et aussi à ces hommes-là. Nous parlons par exemple au niveau des territoires, même ici à Kisangani, qui ont accepté de participer à la vulgarisation et de continuer sur les engagements de l'AOC, sur l'engagement de l'Afrique de l'Ouest du centre, sur la question de la santé sexuelle et reproductive en rapport avec la jeunesse. Madame, cette émission tend vers sa fin. On ne saura pas vous retenir pendant encore un bon moment ici. Peut-être mes deux dernières questions. Que recommandez-vous aux décideurs, aux autorités politiques, religieuses et autres? Ce que je recommande d'abord au gouvernement de la province de la Chopo, le besoin est immense sur la question sexuelle et reproductive. Nous parlons par exemple de la disponibilité des intrants par rapport à la contraception et ses commodités. Il y avait des partenaires qui appuyaient et depuis l'arrêt de financement de certains partenaires, il y a carence de tout ce qui est comme intra par rapport au type de méthode, par exemple la planification que la femme ou la jeune fille doit choisir et aussi que le gouvernement pense aussi à appuyer les activités de la PEV, planification familiale. Nous avons plus de 412 aires de santé dans la province de la Chopo. Mais jusque-là, c'est à moins de 50%. Nous sommes à 114, si je ne me trompe pas, des aires de santé où on peut trouver des personnels qualifiés qui peuvent apporter un appui ou donner à une femme une des méthodes modernes de la contraception. Déjà, vous voyez, nous sommes à 412 aires de santé et moins de 200 qui peuvent donner un service à une femme ou à une fille qui vient pour le choix d'une méthode moderne par rapport à la contraception. En dehors de ça, nous voudrions aussi demander à ce que, sur le plan religieux, qu'on regarde un peu cette question de la planification, qu'on en parle. Quand une maman qui met au monde plus de 10 enfants, il fait plus de 7 accouchements, ou qui met au monde un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou des grossesses rapprochées, et la maman qui revient chaque fois à l'église, je pense que même physiquement, elle ne saura même plus être forte pour encadrer et ses enfants et même pour contribuer pour le développement de sa famille. Alors si au niveau de l'église, on peut s'approprier aussi cette thématique de la planification familiale, par exemple, ça sera une bonne chose. Au-delà du protocole de Maputo par rapport aux avortements sécurisés, je donne l'exemple d'un enfant de 10 ans qu'on peut aller vérifier dans une structure médicale ici à la Chopo. Cet enfant de 10 ans qui est enceinte, quel est son avenir? Madame, par rapport à la planification familiale, pensez-vous que le choix des méthodes ne serait pas un danger à venir pour les jeunes filles? Je ne pense pas. Parce que la jeune fille va aller chez un personnel médical formé qui va lui donner toutes les informations précises et pour l'utilisation d'une méthode par rapport aux différents éléments et par rapport aux informations que le personnel médical en a, et ça va se faire dans des conditions requises. Il n'y a pas un problème de santé. Cette émission touche à sa fin, mesdames et messieurs. Ainsi donc, j'invite Madame Albertine, ça a toujours été la toute dernière question pour toute invitée femme qui passe sur ces plateaux de notre émission. C'est ce qu'on appelle Expota. Expose ton talent, partage ton expérience. J'aimerais que Maman Albertine nous partage l'expérience des mères, une mère professionnelle, une mère au foyer, une femme, tout ça, comment vous gérez sur la gestion du temps?
Merci beaucoup, j'aime bien cette question. Vouloir, c'est pouvoir. Et être déterminé et savoir s'organiser, planifier son agenda et aussi savoir ce que vous faites réellement et qui vous êtes. Quand vous connaissez qui vous êtes, ce que vous devez faire et faites-les bien, je crois que ce soit à la maison, je vous dis en passage, j'ai 5 enfants et la toute dernière a 13 ans et les 3 premiers, la première a déjà fini, qui est mariée, et les 2 qui sont en train d'étudier encore. Et j'ai 4 filles et 1 garçon. Donc cela ne m'a pas empêché, depuis que j'ai terminé mes études en 2000, je suis toujours en train de travailler et je le fais très bien. Si c'est une émission, je la prépare très bien. Je prends les fils conducteurs, je regarde les questions, je prépare mes réponses. Tout travail demande une concentration, je prépare ça très bien. Mes interventions, s'il faut faire un rapport, je le fais très bien. Si je ne maîtrise pas très bien, je contacte des personnes qui connaissent mieux que moi pour me donner un coup de pouce parce qu'on en a toujours besoin, on n'est pas complet à 100%. Mais avoir un agenda précis, savoir ordonner son temps, après ça je dois faire ça, et chaque chose a son temps. Vous n'allez pas amener tout ce que vous faites au bureau, ramener à la maison. Respectez l'agenda et le programme et aimez ce que vous faites. Et moi, il y a une curiosité qui me pique là par rapport à la gestion de la jalousie maritale. Comment vous vous en sortez? Parce que vous êtes un peu, excuse-moi le terme, omniprésente. Voilà, vous êtes, il y a atelier telle place, vous êtes là. Il y a sensibilisation, voilà, maman, il faut venir à l'émission, vous êtes là. Et tout ça, il n'y a pas de répercussions au niveau de la famille. J'ai toujours dit aux jeunes filles, quand vous vous mariez, vous faites ces choix, vous avez accepté qu'on demande votre main et que vous allez fonder un foyer, échangez toujours, que votre conjoint, futur mari, sache qui vous êtes. Parce que si vous cachez vos potentialités, vos idées et que vous le faites découvrir au niveau du foyer, il y aura un couac. Déjà au départ, soyez clairs, discutez, parlez-en, harmonisez et vous aurez le soutien de votre conjoint. Parce que s'il n'y a pas de soutien, vous n'allez pas avancer. Et là, ça sera fini le mariage, vive le travail. Or, chacun a son choix. Il y a ceux-là qui ont fait des choix de ne pas se marier ou ils ont quitté le mariage. Mais il y a ceux-là qui combinent, comme moi. Donc c'est un choix. Nous nous sommes bien attendus. On s'explique, on en parle et puis on avance. Quand vous n'en parlez pas, quand vous ne discutez pas, vous ne faites que donc il faut l'harmonie, il faut des concessions, il faut partager, il faut harmoniser. Chers internautes, vous voyez, il y a ce bon sourire qui m'interme dans cette émission. C'est tellement intéressant, tellement captivant, tellement... Ça donne l'envie de continuer à discuter avec vous parce que nous savons que vous êtes là avec nous. Alors, ces conseils de maman Albertine Nelly Coquet met un terme à cette émission. Moi, j'ai retenu des choses. Sur la gestion du temps, tu dois avoir un agenda qui va te permettre de marcher selon cet agenda-là. Et aussi, par rapport à la vie des couples, il faut bien faire les choix et surtout aux jeunes femmes, ayez l'habitude de tout partager avec vos partenaires, ne prenez pas de décisions au hasard. Voilà pourquoi vous pensez des fois que les hommes sont jaloux, ils sont méchants, c'est juste nous qui ne savons pas bien gérer les choses et où mettre chaque chose à sa place. Madame Albertine, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et surtout de votre disponibilité parce que vous et moi, nous savions bien tout ce qui s'est passé à coulisses pour que cette émission soit réalisée à la portée du grand public. Ce que nous vous demandons surtout, c'est d'aimer, de vous abonner et de partager. Partagez massivement notre page Blanche Info. Ça nous donne le goût de continuer à produire d'autres émissions sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube,
Instagram. Nous sommes là, engagés pour vous informer, engagés pour changer et émerger ensemble. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous allons continuer cette lutte. Merci d'être venu. Rendez-vous dans nos prochains numéros. Merci, c'est moi. Déjà, je vous dis là que très bientôt, vous allez revenir ici. Cette fois-ci, nous pensons que vous serez accompagné des médecins parce que nous pensons parler de la gestion du cycle menstruel. Déjà, une mère avec 5 enfants, femme au foyer, je pense qu'il y a une belle expérience que vous devez aux jeunes filles sur la gestion du cycle menstruel. Et j'invite donc les partenaires à sponsoriser cette émission parce que je souhaiterais que ça soit en direct de Facebook. Si Tchopoko et tout peut mettre en direct sur Kabali Solo, ça sera une bonne chose pour nous permettre d'échanger directement à travers vos commentaires et avoir des réactions nécessaires sur ces sujets. J'espère que vous allez revenir. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Autant de fois qu'on aura encore le souffle de vie et la force physique, nous serons là pour donner la bonne information saine à la jeunesse, afin que ça puisse contribuer à leur développement personnel et aussi pour qu'elles soient de personnes utiles dans les jours à venir pour notre province et pourquoi pas notre pays. Donc c'est à ces mots aussi que je vous remercie pour cette invitation et je dis aussi merci à tous ceux qui nous ont suivis et aussi merci d'accompagner les actions des GRAPEF, de nous appuyer aussi parce que la province elle est grande, la ville elle est grande, il y a tellement beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin d'appui, nous avons besoin d'accompagnement, de financement pour nos activités. Merci beaucoup madame, merci chers abonnés, au revoir et rendez-vous très bientôt. Merci. Allez. Merci Eric Biemba pour avoir réalisé cette émission. Merci à vous aussi. Même si vous restez dans les noirs.